Pour le premier atelier, je vais appeler Arnaud Guérand, si vous voulez bien me rejoindre sur scène. Alors Arnaud Guérand, qui est responsable opérationnel neige à la SATA. On va parler station et préservation des espaces. Ça, c'est le premier des 3 ateliers, avec peut-être une question très très large qu'on peut aborder dans cet atelier. Comment est-ce qu'on va gérer les ressources du domaine demain ? Effectivement, moi en tant qu'ici responsable de ce qu'on appelle le pôle neige, donc j'ai en charge toute la conservation de la neige sur l'ensemble du domaine, qu'elle soit naturelle ou de culture. L'objectif, c'est bien entendu, avec la technologie actuelle, et en plus celle-ci se développe de plus en plus, de gérer au mieux ces ressources, parce qu'elles ne sont pas inépuisables, bien entendu. Jean-Yves tout à l'heure parlait des retenues collinaires. Pour nous, elles sont extrêmement importantes, puisqu'en fait, ces ressources d'eau, généralement, en plus, sont appointées lorsqu'en période on est en forte abondance d'eau, c'est-à-dire au printemps, lorsqu'on a beaucoup d'eau. Ça évite d'aller, lorsqu'on a besoin de faire un besoin de neige de culture dans les premières périodes froides, qui sont généralement vers novembre-décembre, lorsque les cours d'eau sont en étiage, on a cette ressource d'eau disponible, puisque cette eau, en fait, a été stockée tout au long du printemps et peut être utilisée pour l'agriculture, pour l'alpage, et aussi donc en première période de froid pour la neige. Donc aujourd'hui, nous, ce qui est vraiment extrêmement important, c'est de bénéficier de l'ensemble de la technologie qui nous permet en fait, avec très peu, de pouvoir pérenniser la destination d'un domaine comme ici aux Deux-Alpes par le travail que l'on effectue sur l'ensemble du domaine. Parce que c'est une évidence, cette neige, il ne suffit pas, soit on la fabrique, soit il y a la neige qui tombe, mais quoi qu'il en soit, il faut en faire quelque chose. On ne peut pas la laisser comme ça, sinon on n'a aucune chance. Exactement. Le plus important, en fait, la neige de culture, c'est un complément, c'est pas une substitution à la neige naturelle. Il est extrêmement important, lors des chutes de neige, de pouvoir capter l'ensemble de ces chutes, et au moyen de techniques relativement simples, ne serait-ce que par le profilage des pistes, parce que historiquement, dans un domaine skiable, on faisait des remontées mécaniques, ensuite on faisait des pistes et encore, et on mettait la neige de culture. Alors souvent, lorsqu'on mettait la neige de culture, c'était pour combler les trous des pistes, pour qu'ensuite, après, on puisse skier sur les pistes. Il est clair qu'aujourd'hui, si vous préparez vos assiettes de piste, enfin le profil du terrain le plus adéquat, le plus en harmonie avec votre environnement, en étudiant bien le profil, l'exposition, les pentes, etc., avec un minimum de matière, avec les techniques d'aujourd'hui, vous êtes capable en fait de tenir le maximum de temps votre produit hivernal, et donc la viabilité de la destination. Et l'impact final de tout ce travail sur la neige, c'est quoi? C'est une saison qui peut s'allonger ou au moins ne pas se réduire? C'est effectivement, en fait, c'est de garantir à l'ensemble des sociopros et aussi à tous nos vacanciers de pouvoir en faire avoir un produit de qualité, qu'il soit pour le ski ou autre, mais d'avoir une destination, une assurance de la destination qui leur soit offerte de début jusqu'à la fin de la saison, avec une diversité dans les produits proposés, mais de toute façon d'essayer, autant faire se peut, qu'avec le minimum de matière, on puisse proposer un produit de qualité. Et ici aux Deux-Alpes, pour savoir, c'est vrai que beaucoup de gens pensent qu'on fait du mal au glacier en le travaillant. En fait, c'est tout l'inverse, puisque un glacier travaillé permet en fait de pouvoir le conserver le plus longtemps possible, puisqu'on va permettre d'améliorer la densité, donc la résistance mécanique de la neige à cette fonte, et de pouvoir en fait protéger la glace le plus longtemps possible. C'était la préservation des espaces, ressources naturelles au glacier. Alors on a réussi quand même à faire 2 phrases dessus, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres choses qui sont arrivées. La première des choses, il y a un paquet qui a été mis en place, c'est la réflexion sur l'implantation des remontées mécaniques, l'optimisation des pistes quand il y a effectivement un nouveau remontée mécanique, et ne pas faire ce qui se faisait dans le passé. On mettait le remontée mécanique, puis après on voyait par où on passait. Là aujourd'hui on essaie d'avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent. Donc les freins à tout cela, à ce développement, même à cette réflexion, et on se l'est dit, et tant pis, je le redis, c'est véritablement notre relation avec les services de l'État. On ne se comprend pas forcément, on est face à 2 choses, la réglementation d'un côté, et là il faut la respecter, mais aussi à une notion qui est un petit peu plus compliquée, qui est la doctrine. Et lutter contre une doctrine, c'est toujours très compliqué, puisque c'est très personnel par rapport au collectif. Donc attention au rapport individuel et collectif. Et donc,
le plan d'action qu'on souhaite tous mettre en place et qu'on a commencé sur nos destinations, et on en parle avec Claude, c'est de travailler par master plan. C'est-à-dire de dire, si je prends l'exemple évidemment des deux Alpes qui nous regardent, c'est pas de dire je vais faire juste un remontée mécanique ici, c'est de dire qu'est-ce que va être la station dans les 30 ans qui viennent, comment elle va se développer, quels vont être les lits chauds, où est-ce qu'ils vont se placer, qu'est-ce qu'on veut faire du flux de nos futurs skieurs et autres pour l'hiver, mais qu'est-ce qu'on veut faire du flux de nos vacanciers pour l'été. Et donc c'est d'avoir un vrai master plan pour expliquer au service de l'État le plus en amont possible ce que l'on veut faire et qu'il n'y ait pas de surprise, et qu'ils aient l'impression que tout ça est cohérent, et que c'est pas je rajoute ça, puis après je fais ça, et puis après je fais ça. Donc véritablement avoir une vraie vision de master plan. Et sur la fonte du glacier, puisque évidemment on en a parlé, notre problème c'est qu'on sait que, et Arnaud va en parler à peu près pendant 2h30 dans 5 minutes, on sait que pour protéger ce glacier, il faut qu'on construise de la neige, et il faut véritablement la protéger au travers de la neige. Neige de culture, problématique d'image. Donc, il faut qu'on continue à travailler sur l'explication. Il faut qu'on soit très pédagogique dans l'explicatif pour montrer que la neige de culture, il n'y a pas d'additif, il n'y a rien du tout, et que l'eau retourne à l'eau et qu'on se sert de l'eau de l'Ain pour remettre de l'eau là où elle était avant. Donc, il y a véritablement quelque chose qui est en circuit fermé, et c'est aussi une façon de protéger nos ressources. Tout simplement, en fait, sur la préservation des ressources, la conclusion générale de notre tour de table, c'était en gros pour une bonne préservation, il faut une bonne gestion. Et s'il n'y a pas de bonne gestion, il n'y a pas de préservation. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de bien mesurer, de bien gérer l'ensemble de ces ressources, qu'elles soient hydriques, agricoles ou de la sylviculture. On a parlé un peu de sylviculture en montagne, l'exploitation des forêts qui est laissée à l'abandon depuis quand même plusieurs années. Et ça a été des termes, des pistes d'études pour se dire que oui, il y a le ski, il y a la neige, mais il n'y a pas que ça pour étudier demain la préservation des ressources. Donc c'est plus sur une dispersion un peu plus harmonieuse de l'ensemble de ces ressources, et surtout aussi de faire attention à ne pas généraliser une problématique que l'on peut avoir à une station sur l'ensemble des domaines. C'est-à-dire chaque massif, chaque destination a ses problématiques, et il ne faut surtout pas en faire une généralité. L'Oisan, on n'a pas du tout les mêmes problématiques que la Chartreuse ou le Vercors, et de pas demain se dire nos problématiques sont équivalentes que celles de l'Oisan, celles de la Chartreuse ou du Vercors. Voilà ce qui est surtout sorti sur cette problématique de préservation des ressources, c'est surtout vraiment la bonne gestion, la maîtrise de la gestion garantira la bonne préservation. On a passé un certain temps à parler des incivilités qu'il peut y avoir en montagne. On a tous reconnu qu'en définitive, les incivilités qu'il y a en montagne, elles sont nationales en définitive. On jette le papier, on laisse le casse-croûte, voilà. Mais quand même, il est ressorti que depuis 85 ans qu'il y a du tourisme en montagne, les touristes n'ont quand même pas beaucoup abîmé la montagne. Il y a des opérations de ramassage qui se font tous les ans dans les stations, qui sont organisées souvent sous l'égide de Mountain Rider, qui est l'association sur laquelle s'appuie la NMSM, l'association écologique. Mais par contre, on a reconnu qu'il y avait quand même une communication à faire sur certaines choses qui ne se font pas en montagne. Notamment, on a dit, couper les chemins, passer en dehors des chemins. Ça, c'est quelque chose qui se fait presque naturellement. Mais on peut le faire aussi dans la plaine en traversant un champ de blé. C'est une incivilité. Mais en montagne, on ne se rend pas compte que c'est une incivilité, on pense que c'est un raccourci. On a soulevé aussi le problème de, par exemple, quelqu'un qui aperçoit un gibier dans la neige et qui s'engouffre en hors-piste pour aller faire une photo du gibier, et la pauvre bestiole qui part en courant et qui a du mal. C'est une histoire vécue que j'ai vue. Un chevreuil quand il y a ça de neige, qui a du mal à courir, au bout d'un moment, ça l'épuise. Et ça, c'est quelque chose véritablement qu'il faut expliquer. En fait, il faut qu'on fasse mieux passer ce qu'est la culture montagne. Voilà. Moi, je suis un très très grand défenseur de la culture montagne. C'est pas parce que je suis né à Paris dans le 18e arrondissement de Montmartre. J'ai vraiment eu le virus de la culture montagne et je respecte beaucoup parce que c'est quelque chose qui imprègne des hommes. Le montagnard est résistant et il est résilient. Et il y a quelque chose à la montagne qui se passe qui n'est pas comme ailleurs. Parce que la vie n'est pas facile, et c'est dans la difficulté qu'on renforce les hommes. Ça, c'est quand même très très important. Alors, le deuxième thème. Alors, le deuxième thème, il a été expliqué par le premier exposant. Ah oui. Mais on a parlé... Ah oui, non, pardon, vous n'avez pas fini sur ça. Oui, non, j'ai pas fini. Donc, il y a une grosse communication à faire. On a parlé aussi du profilage des pistes. Profilage des pistes ou non.
C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'on arrête de défigurer nos montagnes, on en est tous bien conscients, mais on peut retravailler des pistes existantes pour les rendre plus exploitables quand les pistes sont bien profilées et bien orientées. On a besoin de moins de neige pour faire glisser nos touristes. Bon, ça, ben voilà. Il faut qu'on trouve un point d'équilibre donc entre l'aménagement, qu'on a cité la préservation, et la renaturation. Voilà. Et après, on a parlé aussi de l'éducation du marché de la montagne, c'est-à-dire comment adapter l'offre que l'on va faire à la demande. Voilà. Et là, on est presque un peu, en fait, on est dans du marketing en définitive, c'est-à-dire comment on va développer des nouveaux produits qui pourraient attirer une nouvelle clientèle, surtout sur les ailes de saison. On s'est tous rendu compte que c'était quand même très difficile. Tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui, tous ensemble, je crois, on est là et on essaye d'apporter c'est du brainstorming, hein, on essaye d'apporter des réponses, mais c'est pas facile et ça se développera au fur et à mesure qu'on avancera. L'intérêt des multiples des retenues collinaires. Alors les retenues collinaires... Ah oui, c'est important. Ça, les retenues collinaires. Ouais. Moi, beaucoup de monde le savent, je suis un grand défenseur des retenues collinaires, puisque les retenues collinaires ont 7 possibilités. Ensuite, nous, on en a tiré le parti pour l'enneigement de culture, mais ça sert au bétail, ça sert à l'agriculture, ça peut servir également pour la pêche, des endroits de pêche pour nos touristes l'été. Ça sert de réserve d'incendie dans le sud, dans les Alpes du Sud. Et puis, c'est ce que je disais, je dis toujours, j'espère que je ne verrai jamais, mais ça peut servir aussi de réserve d'eau potable. Voilà. Et alors, la grande satisfaction que moi, personnellement, j'ai eue, c'est dans cette discussion avec notre représentant de la FNE, qui n'est pas, comment dire, viscéralement contre les retenues collinaires, qui estime qu'il y a des endroits où c'est jouable, c'est plausible, mais qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, qu'il faut vraiment faire du cas par cas de projet. Je ne déflore pas, je ne détériore pas vos propos, hein. Mais voilà, donc ça veut dire quand même que l'intérêt de ce que l'on fait, par exemple, aujourd'hui, c'est peut-être une goutte d'eau dans l'avancement de ce que l'on va faire. Mais c'est du dialogue, c'est du contact, ça permet de mieux se comprendre, de mieux exposer des sujets qui sont peut-être plus ou moins compris par les interlocuteurs. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Et on en arrive à dire une chose, c'est qu'à la montagne, à l'heure actuelle, nous avons un problème qui est latent, qui est sûr, c'est le changement climatique, ça va nous poser des soucis, ça va nous poser des problèmes. Mais il faut qu'on passe le cap. On ne peut pas sevrer d'un seul coup, on ne peut pas fermer d'un seul coup tous les robinets, dire aux skieurs c'est fini, vous venez plus parce que c'est la catastrophe. Non, il faut continuer, il faut passer le cap, et pour casser le cap, il faut qu'on le soit aidé. Il faut qu'on soit aidé par l'administration, par les associations environnementalistes, par les sociaux, pour la population. En fait, c'est une concertation générale, et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire quelque chose dans le dialogue. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Alors on est parti plutôt bien en tête sous l'impulsion de Nicole Mérès-Dornan sur un thème de travail qui a été le nôtre notamment en été sur la surfréquentation des sites. Surfréquentation ne voulant pas forcément dire surnombre, mais pour rejoindre avec le message précédent, un mauvais usage des espaces naturels qui sont faits par des découvreurs de la montagne, qui sont plutôt des néo-pratiquants ou des gens qui découvrent le massif pour la première fois. Et ce thème du manque de sensibilisation, il n'est pas simplement pour le visiteur de l'été, mais aussi pour le visiteur hivernal. Et grosso modo, c'est de dire aussi que le ski est une activité un peu cloisonnante pour le pratiquant, qui est focalisé sur sa station et sur sa pratique, et qu'une des pistes peut-être d'action, c'était comme on commence à le faire pour la sensibilisation des visiteurs d'été, mais c'est aussi sensibiliser les visiteurs de l'hiver sur les usages, sur les patrimoines naturels qui les entourent, et aussi sur certaines actions qui sont faites en station, notamment le soin de la ressource glacier qui est effectué par les exploitants en station n'est finalement pas si valorisé que ça auprès des usagers, même si le collègue de la SATA disait que c'était un sujet assez sensible, ça reste un sujet stratégique.
C'est difficile peut-être de communiquer dessus, mais ça s'avère nécessaire justement pour accompagner l'usager, tant hivernal que estival, sur la transition de la montagne qui se prépare. Pédagogie, donc. Ouais, pédagogie, sensibilisation, explication, accompagnement, c'est beaucoup de choses qui sont revenues dans les thèmes, dans les actions. Ça, c'était sur la sensibilisation. Le fait est que, étant aussi que là aussi a été abordé le fait que l'État est perçu plutôt comme un frein au développement, alors qu'il souhaite lui-même, l'État souhaite l'accompagnement. Donc, un développement du territoire, je me relie un peu, développement du territoire n'est pas qu'une réussite économique, c'est aussi associer plus en amont les acteurs sociaux-pro, les aménageurs et l'État. Sans communication, ne serait-ce que sur ces acteurs locaux, l'accompagnement est difficilement possible parce que la compréhension n'est pas mutuelle. Et enfin, on a abordé 2 derniers thèmes qui sont l'utilisation de l'eau. Je vais un peu vous paraphraser en disant que on peut faire mieux, je pense, en basant sur, nous pensons, pardon, sur la mutualisation des usages de l'eau, les réserves collinaires en étant une, mais pas que, et qu'il y a un certain cloisonnement de ces usages de l'eau qui pourrait être, on va dire, plus partagé entre le potable et l'enneigement qui sont pour l'instant séparés, le pastoralisme qui est aussi pour partie un peu à côté.